Oui. D'accord. Donc, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous nous entendez bien. Ok. Juste faites-moi un petit signe, du coup, si vous nous entendez bien, juste pour être sûr. OK, ça marche. Parfait, on va pouvoir démarrer. Alors, donc, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire qui a été organisé donc, par le département Ingénierie de l'innovation, le département Innov de Synergile. Alors, comme vous le savez, ce temps d'échange est consacré à un sujet qui, pour nous, est stratégique pour le développement des projets innovants, qui est donc les pôles de compétitivité et leur processus de labellisation. Donc, l'objectif du webinaire, rapidement, c'est donc d'apporter une meilleure compréhension de ce que sont les pôles de compétitivité et de leur labellisation, et donc aussi de vous permettre de voir les opportunités qu'ils proposent. Donc, pour nous accompagner ce matin, nous avons avec nous le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui Graziella Tostin, qui est donc la directrice adjointe du pôle de compétitivité Calitropique, qui est situé à La Réunion et qui porte sur des thématiques de bioéconomie. Et également Sylvain Brémond, qui est donc le directeur adjoint de Cap Énergie, pôle de compétitivité qui est situé à Aix-en-Provence et dont la thématique est la transition énergétique. Donc déjà, je voudrais les remercier chaleureusement pour leur présence et leur contribution ce matin. Ils vont donc vous présenter les pôles, et sachant que nous sommes Synergie, il est adossé à ces deux pôles de compétitivité. Je dois aussi vous informer que cette session est enregistrée dans le but de pouvoir être diffusée et mise à disposition ultérieurement. Et au cours de cette session, donc, nous vous présenterons le processus de labellisation, ses bénéfices concrets, ainsi que les perspectives que ce processus ouvre pour les acteurs de l'innovation sur le territoire. Alors, sans plus tarder, je vous propose de débuter et je vais laisser donc la parole à Dimitris Péronel, qui est donc le chargé de mission innovation à Synergie. Merci beaucoup, Jacinthe. Bonjour tout le monde. Je vais juste vous dire quelques mots au niveau de Synergie, de qui on est et de ce qu'on fait. Petite précision complémentaire, si vous avez des questions, bien évidemment, elles seront les bienvenues. On vous invite à les noter dans le chat au fur et à mesure. Et un petit temps en fin de présentation, un petit temps avec vos deux intervenants et nous également, s'il y a des questions pour nous, un petit temps sera dédié pour répondre à toutes ces questions, si elles n'ont pas été répondues pendant la présentation. Ça, n'hésitez pas au fur et à mesure à les noter dans le chat. Au niveau de ce qui nous attend, donc, comme Jacinthe l'a expliqué, donc, on va avoir le plaisir, après une petite introduction de Synergie, d'en savoir plus sur ce que proposent ces deux pôles de compétitivité, et notamment, au-delà de leurs actions et de leurs expertises, vraiment, on va parler de l'action de labellisation de projet, que vous sachiez un peu les nuances et la plus-value que représente cette opportunité. Et donc, quel projet serait concerné et quel serait le processus. Alors, quelques mots en bref sur Synergie. Donc, Synergie, donc pôle d'innovation de la Guadeloupe. Jacinthe l'a dit, on est adossé aux deux pôles de compétitivité qui nous accompagnent aujourd'hui. On est spécialisé sur la thématique de la transition écologique et énergétique. Et on va avoir 5 grands champs d'action
sur lesquels on va intervenir. Donc, le département innovation, donc, qui va s'occuper de l'accompagnement des projets innovants sur ces thématiques précisément, de la structuration de projet, du développement commercial, de la mise en relation, pas mal de petites choses, et accompagner également via nos pôles de compétitivité auxquels on a adossé ce fameux processus de labellisation. Donc, c'est là où moi particulièrement je suis positionné. Nous avons également deux très beaux observatoires pour l'archipel guadeloupéen. L'Observatoire de l'énergie et du climat, qui va avoir la mission de suivre la production et l'utilisation de l'énergie sur le territoire. Ils produisent chaque année un bilan qui sert de baromètre sur qu'est-ce qui a été produit, comment ça a été produit, comment ça a été utilisé. Ce sont des données qui sont gratuites et accessibles via notre médiathèque en ligne, donc n'hésitez pas, si c'est des choses qui peuvent vous servir aux acteurs économiques du territoire ou même au-delà, si vous vous intéressez à notre territoire, des choses qui sont totalement accessibles pour vous. Et on a également l'Observatoire des déchets et de l'économie circulaire, qui va avoir une mission très similaire, mais cette fois-ci sur les flux de déchets et les enjeux d'économie circulaire. Donc vraiment identifier, quantifier ces flux, les analyser, les comprendre et voir qu'est-ce qui peut représenter une opportunité, qu'est-ce qui est enfoui aujourd'hui mais qui pourrait être valorisé, etc. Ensuite, en termes de département, nous avons le réseau bâtiment durable, qui est un réseau national pour lequel nous sommes les représentants en Guadeloupe. Donc c'est un réseau qui a pour mission de décarboner, on va dire, la construction, l'aménagement, la vie du bâti jusqu'à sa démolition. Donc ça touche à pas mal de petits aspects. Ça peut être au niveau des matériaux qui vont être choisis pour construire. Ça peut être au niveau des pratiques de la démolition d'un lieu, par exemple. On peut totalement parler réemploi. Pas mal d'axes. C'est un département à part entière de synergie. Et nous avons le département Guadeloupe Mobilité Durable, qui cette fois-ci va avoir la mission de décarboner les modes de déplacement sur le territoire. Donc là, par exemple, on va toucher aux mobilités douces, on va toucher à la mobilité électrique, à la mobilité hydrogène. Donc ce type d'enjeu où on va travailler sur l'accompagnement de la filière pour faciliter les acteurs qui s'y positionnent ou les solutions qui auraient tout un bénéfice à être déployées sur le territoire. Donc ça, c'est nos 5 grandes thématiques au sein de Synergie. À mentionner, on existe aussi grâce à notre réseau d'adhérents et à nos membres et financeurs. Donc ici, vous avez un petit aperçu. Il y en a 2 ou 3 qui nous ont rejoints depuis que ce petit visuel a été fait. On est en constante évolution en termes d'adhérents. Il y a de nouveaux acteurs qui nous rejoignent assez régulièrement. Ce que je peux dire là-dedans, c'est qu'il y a plusieurs types d'acteurs, 3 grands types, on va dire. Les acteurs publics, les acteurs institutionnels, dont on a besoin, bien évidemment, pour mener toutes ces missions. Il va y avoir les acteurs du monde de l'enseignement et de la recherche, qui sont également présents. Par exemple, nous, ici, on va avoir l'Université des Antilles, le CIRAD, l'INRAE, c'est eux que vous retrouvez sur la partie gauche de ce visuel. Des organisations professionnelles et syndicales qui vont jouer souvent le rôle de tête de réseau sur les différentes thématiques qu'on va avoir. Donc, c'est intéressant, très intéressant pour nous de les avoir également à nos côtés. Et ensuite, un beau vivier de chefs d'entreprise, d'entreprise du territoire. Ça va de la petite start-up à l'industriel, à la multinationale. Donc, en termes de taille, c'est très varié et vous allez retrouver des acteurs sur toutes les thématiques qu'on a évoquées précédemment. Donc, merci à eux tous de faire partie de notre réseau d'adhérents et de membres. Un petit mot au niveau de l'offre de Synergie. Donc, comme je l'ai évoqué précédemment, donc, il y a un bon socle au niveau de l'accompagnement, la structuration et le développement de projets. C'est la première grande pierre, on va dire, de notre offre. Un deuxième axe, on va travailler sur le développement des compétences et des connaissances. Donc, j'en parlais un peu via les observatoires tout à l'heure qui vont produire de la donnée et de la connaissance. Mais également, il y a des études, il y a des formations et des actions de sensibilisation qu'on va mettre en place.
sur nos thématiques toujours, bien évidemment. Et un troisième grand axe qui va être lié à l'animation du territoire, à l'animation des filières. Et pour ça, quoi de mieux que de vous montrer cette petite frise. Donc ça, c'est une petite frise de ce qu'on a réalisé en 2025. C'est des ateliers, c'est des rencontres, c'est des séminaires, c'est pas mal de petites choses qu'on a faites sur nos différentes thématiques, dans le but justement d'animer ces filières, d'amener les acteurs à se rencontrer, à se parler, parfois d'exposer des problématiques ou des difficultés qu'il y a sur un sujet et d'arriver à faire avancer les choses. Donc voilà, c'est une image, c'est une petite frise qui est assez parlante, mais qui vous témoigne à minima sur l'année 2025 des actions que l'on a portées pour animer justement ce réseau sur notre territoire. On a un planning 2026 qui est tout aussi intéressant et qui a déjà commencé, bien évidemment, et qu'on vous invitera à suivre. Au niveau de la présentation de Synergie, donc voilà, j'ai essayé de faire relativement bref. Le but, c'est maintenant, nous allons donner la parole donc à Graziella de Calitropic, qui va pouvoir vous introduire sur qu'est-ce que les pôles de compétitivité. Merci Dimitri. Bonjour à toutes et à tous. On dit souvent que l'innovation est un sport d'équipe et ce webinaire en est la preuve. Hein. Un grand merci à Synergie et en particulier à Jacinthe et à Dimitri de nous donner l'occasion à Cap Énergie, à Calitropic de vous présenter ces formidables outils que sont les pôles de compétitivité. Donc, comme l'indiquait Jacinthe dans son mot d'accueil, je suis Graziella Tostin et c'est à deux voix avec Sylvain Brémond que nous allons assurer la suite de cette présentation. Donc, si on devait résumer, tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît, Dimitri, merci. Si on devait résumer l'économie moderne en un mot, ça serait pas le mot compétition, mais ça serait le mot collaboration. Aujourd'hui, une entreprise seule dans son coin, aussi brillante soit-elle, va moins vite qu'un réseau interconnecté. Pour transformer une idée en succès industriel, il faut un écosystème et c'est précisément pour cette raison que la France a créé les pôles de compétitivité il y a 20 ans. Donc, les pôles de compétitivité sont nés d'une politique nationale lancée en 2005. Et depuis 20 ans, cette politique a survécu au changement de gouvernement, ce qui démontre bien son efficacité. Nous en sommes aujourd'hui à la dernière année de la phase 5 des pôles, qui marque un tournant majeur. Donc, les pôles ne sont plus seulement régionaux, mais ils doivent devenir des super champions européens, internationaux, avec des priorités stratégiques comme la transition écologique, la transition numérique, ainsi que la souveraineté économique de la France. Ils doivent également amener les PME, les TPE-PME à changer d'échelle et à accéder aux financements européens, qu'ils soient locaux ou horizontaux, directement gérés par la Commission européenne, et à s'intégrer également dans les dispositifs tels que France 2030. Aujourd'hui, ce sont 53 pôles qui sont labellisés par l'État, qui maillent tout le territoire français, qui couvrent des secteurs allant de l'aérospatial à la santé, en passant par l'énergie, par l'agriculture, par la céramique, par la bioéconomie, etc. Le dispositif bénéficie d'un soutien public-privé massif, incluant environ 9 millions d'euros par an de l'État aux côtés des régions. Le label est un gage de confiance car pour une entreprise, être membre d'un pôle de compétitivité, c'est bénéficier d'une expertise sectorielle, d'une expertise filière forte. Les pôles de compétitivité offrent aux porteurs de projets un parcours d'accompagnement spécifique avec un label encadré par une charte nationale signée avec l'État et une connaissance fine des dispositifs de financement. Les pôles de compétitivité sont également caractérisés par un ancrage de proximité en prise directe avec les acteurs locaux et les dynamiques régionales en lien avec les enjeux nationaux, européens, internationaux, etc. Slide suivante, s'il te plaît, Dimitri. Donc, concrètement, à quoi servent les pôles de compétitivité? Donc, leur mission est simple mais puissante, c'est de faire converger sur un même territoire 3 mondes. Les entreprises, donc des startups aux grands groupes, les centres de recherche, les acteurs de la recherche, universitaires, centres techniques, on en a parlé tout à l'heure, CIRAD, IRD, IFREMER et autres. Et les autres acteurs, comme les organismes de formation, les institutions, les financeurs, etc. Par leur action, l'ambition est de créer une synergie pour faire émerger des projets collaboratifs innovants, de décrocher des financements pour le compte de leurs membres,
transformer une idée de laboratoire en un produit, un service, quelque chose de commercialisable. Et en aidant les PME locales à innover, on crée des emplois qualifiés et non délocalisables sur le territoire. Alors ça, c'est on va dire, c'est la trame commune à tous les pôles de compétitivité. Là, maintenant, je vais rentrer un peu plus précisément sur ce qu'est Qualitropic et ce qu'on fait à La Réunion. Slide suivante, s'il te plaît, Dimitri. Merci. Alors, Qualitropic est l'unique pôle de compétitivité qui est basé en Outre-mer et on est dédié à la valorisation du vivant, donc ce qu'on appelle la bioéconomie tropicale. On est situé sur l'île de La Réunion, comme l'indiquait Jacinthe un peu plus tôt, et on compte environ une centaine d'adhérents, dont la grande majorité est basée à La Réunion, et à peu près 80% sont des TPE-PME. Donc, Qualitropic les accompagne à transformer les ressources naturelles en produits à valeur ajoutée dans 3 domaines d'action. Le domaine de l'alimentation, donc c'est à peu près 50% de nos membres et de nos activités, donc ça va de la production agricole à la transformation agroalimentaire, en passant aussi par la pêche durable. Donc l'enjeu ici, c'est la souveraineté alimentaire du territoire, comment produire mieux localement, réduire les importations et améliorer la qualité nutritionnelle. Le deuxième volet concerne la chimie durable, avec notamment la valorisation de notre biodiversité exceptionnelle pour en extraire des principes actifs à destination des secteurs à haute valeur ajoutée comme la cosmétique, la nutraceutique, la pharmaceutique, etc. Et enfin, le dernier volet concerne les écomatériaux, donc tout ce qui concerne l'éco-construction et les packaging innovants. Donc, par exemple, comment utiliser des déchets agricoles pour créer des emballages biosourcés ou des isolants à destination du bâtiment. Donc, tous ces projets se font avec 2 prérequis en toile de fond. On est une île comme la Guadeloupe, comme la Martinique. C'est la préservation de la biodiversité et les principes d'économie circulaire, donc essayer de mettre des boucles d'économie circulaire dans les projets qu'on accompagne. Slide suivante, s'il te plaît, Dimitri. Depuis 2019 et la phase 4 des pôles de compétitivité, Qualitropic contribue à placer La Réunion et les autres DROM et COM au sein de leur bassin géographique comme des centres d'excellence. Le but est de dépasser l'éloignement géographique, l'insularité, l'étroitesse des marchés en créant un réseau de hubs de recherche, développement et innovation qui collaborent avec son environnement proche et avec des territoires qui partagent ces problématiques. À travers la bioéconomie et l'innovation, notre but est de convertir les contraintes en opportunités de développement et d'imaginer et de mettre en œuvre des solutions durables qui seront demain utilisables par d'autres territoires aujourd'hui qui ne sont pas concernés, mais qui, en proie au changement climatique, pourront en avoir besoin. La suivante, s'il te plaît, Dimitri. On est une équipe de 13 membres, dont toute la moitié sont des docteurs et des ingénieurs dans le domaine de la bioéconomie, en connexion avec des aspects marché, marketing, commercialisation, communication, etc. Slide suivante, je ne vais pas rentrer plus en détail. On a un conseil d'administration qui est une association loi 1901, comme beaucoup de pôles de compétitivité. Donc, on a un conseil d'administration qui est constitué de 20 structures, dont plus de la moitié, environ 65%, sont des représentants du monde socio-économique, le reste étant constitué d'entités de recherche. Et depuis septembre 2025, le conseil d'administration est présidé par M. Henri Beaudemoulin, qui est le gérant de la société Pat Zerbaz Plant Advanced Technology. Slide suivante, s'il te plaît. Merci. Alors, que fait-on précisément Qualitropic? Donc, c'est un accompagnement, on va dire, un peu 360 degrés. Donc, au-delà du réseau, Qualitropic peut apporter une aide concrète sur l'ingénierie technique, l'ingénierie financière, le cadre juridique, notamment s'assurer du cadre réglementaire qui entoure le projet, procéder aussi à la sécurisation de la propriété intellectuelle et industrielle dans le cadre de consortium, aussi des aspects de marketing, donc s'assurer que l'innovation qui va être produite trouvera bien ses clients. Donc ça, l'accompagnement des projets collaboratifs innovants, c'est 70% du temps que mes collègues et moi-même passons pour nos adhérents. Et à côté de ça, à peu près 30% de notre temps, on a d'autres sujets qui sont dits d'intérêt général, donc sur la structuration et l'animation de filières,
puis des pilotages d'études technico-économiques, où là, on est en prise directe avec des enjeux du territoire, la culturation des acteurs régionaux à l'innovation, etc. Slide suivante, s'il te plaît, Dimitri. Alors, j'en ai fini. Je vous remercie pour votre attention et je laisse la parole à mon collègue Sylvain Brémond. À toi. Très bien, merci beaucoup, Graziella. Donc, je vais prendre la suite, effectivement, en vous présentant donc le second pôle qui est présent aujourd'hui, hein, donc Cap Énergie. Vous verrez qu'il y a plein d'aspects similaires et puis des thématiques un peu différentes. Et puis ensuite, on finira par vous présenter le processus de labellisation. Et pour commencer, moi aussi, je voulais chaleureusement remercier l'équipe de Synergie, la Jacinthe et Dimitri, pour l'organisation de cet événement. Et ça fait vraiment plaisir, je voyais dans la première planche, de voir que, voilà, pour certains, c'est 9 heures du matin, enfin 9h24 maintenant, d'autres 17h24, aux différents endroits dans le monde. Il y avait une belle carte présentée Graziella et qu'on essaye tous ensemble de coopérer, voilà, pour développer un certain nombre de solutions sur un certain nombre d'enjeux importants. Voilà, planche suivante. Donc, Cap Énergie, vous allez voir, on est aussi une petite équipe, hein, un peu plus nombreuse, mais à peine que Calitropique. On a une petite vingtaine. Voilà, on est basé, ça a été dit par Jacinthe, dans le sud de l'Hexagone, donc Aix-en-Provence. On a aussi 2 personnes à Nice. Voilà, vous voyez la photo, là, c'est dans nos locaux. Voilà, planche suivante. Et donc, comme l'essentiel des pôles de compétitivité, hein, Graziella a présenté un petit peu ce type de ces structures-là. On a, vous voyez, une large variété de membres, hein, donc comme Calitropie, comme la plupart des pôles, à la fois des entreprises de toute taille, des organismes de recherche, des financiers, des collectivités et autres types d'associations. Et au total, on a près de 500 membres. Voilà, donc on est un pôle plutôt avec un grand nombre de membres si on regarde l'ensemble des pôles au niveau français. Voilà, avec, et ça a été dit aussi dans son introduction par Graziella, hein, un ancrage territorial. Donc pour ce qui est de Cap Énergie, c'est la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse, hein. Ce sont vraiment les 2 régions qui ont été à l'origine de la création du pôle, donc il y a 20 ans. Et puis, vous voyez qu'il est mentionné, donc ça, j'ai repris des planches qu'on présente partout, hein, je ne l'ai pas fait spécialement pour aujourd'hui, parce que pour nous, c'est vraiment un partenariat important et fort avec Synergie, donc la Guadeloupe, voilà, pour lequel il y a une convention depuis plus de 10 ans, et pour lequel les membres de Synergie sont du coup de fait adossés à Cap Énergie, hein, bénéficient de l'accès à un certain nombre d'informations et de services. Et puis aussi, on a un accord avec la principauté de Monaco. Et on le disait, donc on est ancré dans des territoires, mais on est bien sûr sur des problématiques, hein, que ce soit Calitropique ou Cap Énergie, qui sont des problématiques qui sont à l'échelle de continents et voire même évidemment du globe terrestre dans son entièreté, hein, au niveau international, puisque voilà, que ça soit la bioéconomie ou la transition énergétique, on sait bien que les enjeux, les solutions, les dynamiques, voilà, elles dépendent d'actions qui des fois sont prises à différents niveaux, mais vraiment la spécificité des pôles, mais comme Synergie en tant que pôle d'innovation, hein, c'est d'avoir une proximité avec les acteurs de terrain. Et on a mentionné l'Europe. Nous sommes nous-mêmes Cap Énergie membres actuellement, donc on a été lauréat alors depuis une dizaine d'années, une vingtaine de projets, mais actuellement on est partie prenante de 7 projets européens dans différents domaines et on essaie d'accompagner nos membres aussi vers ces guichets-là. Et puis, suivant le temps, je ne vais pas lire tous les chiffres, mais voilà, on est presque maintenant, là, les chiffres datent un peu, mais on est presque à 1 millier de projets labellisés selon le temps, au fil du temps, avec, vous voyez, des aides obtenues qui sont au-delà maintenant de 650 millions d'euros au total. Voilà, planche suivante.
je vais vous décrire voilà, rapidement nos thématiques d'intervention. Donc, je vous l'ai dit, Cap Énergie, comme son nom le laisse un petit peu deviner, ce sont les enjeux de la transition énergétique. Et vous voyez les différents blocs hein, pour lesquels il y a des liens. Hein. Il y a l'enjeu, bien sûr, d'intensifier la sobriété et l'énergie et l'efficacité énergétique. Ça peut être la récupération de chaleur fatale, ça peut être aussi de la sobriété de dimensionnement d'un certain nombre d'équipements, d'usage de l'énergie. Ça peut être tout ce qui est le pilotage intelligent des systèmes. Il y a bien sûr l'enjeu de produire des sources d'énergie ou d'extraire des sources, on pourrait dire des sources d'énergie bas carbone. Hein. Vous savez tous, particulièrement en ce moment, avec la crise dans le détroit d'Ormuz, qu'on dépend encore beaucoup des fossiles hein, comme ressources énergétiques. Hein. Au niveau international, c'est plutôt 80%. Hein, voilà, donc voilà. Donc on est loin d'avoir basculé vers les solutions bas carbone y compris au niveau des sources, mais vous savez peut-être aussi et sûrement que ça se développe de manière très forte, hein, que ce soit le solaire, l'éolien, les gaz verts, le nucléaire dans certaines régions, l'hydrogène. Voilà, donc euh, la part des sources renouvelables et bas carbone en général ne croît pas tant que ça, parce qu'en fait, la consommation globale d'énergie au niveau mondial croît aussi, mais il y a une dynamique très forte sur ces sources d'énergie bas carbone. Il y a tous les enjeux des infrastructures et des réseaux énergétiques, hein, puisque l'énergie, vous le savez, elle se transporte, elle se transforme, hein, elle se perd pas, elle change de forme, et elle a plusieurs vecteurs, et ça passe par des réseaux qui soient électriques, des réseaux de gaz, des réseaux de chaleur. Donc il y a des enjeux quand on est dans des mutations pour faire évoluer et des fois construire, bâtir des nouveaux réseaux. Et puis, il y a tout ce qui est l'usage de l'énergie. Vous savez peut-être que trois quarts des gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique, ils viennent d'usage d'énergie, voilà, énergie fossile. Et donc, il y a un enjeu. Il suffit pas de produire hein, des vecteurs énergétiques bas carbone. Il faut aussi adapter, que ce soit dans l'industrie, dans la mobilité, dans les bâtiments, dans l'agriculture, adapter les procédés et les outils et les équipements qui permettent de faire un usage de l'énergie au bénéfice de l'humain. Voilà. Et donc ce sont nos principaux axes et nos domaines d'action stratégiques. Et puis autour de ça, il y a aussi des axes sur la transformation digitale, sur l'économie circulaire et sur les transformations sociétales. Voilà pour le périmètre. Planche suivante. Voilà, donc de manière rapide, hein, je pourrais y venir, revenir s'il y a des questions. Et puis, bon, c'est assez proche de ce que vous avez dit, Graziella. On a chacun nos façons de formuler, mais en gros, qu'est-ce qu'on fait à Cap Énergie? On dit qu'on accompagne nos membres sur quatre enjeux. L'enjeu de faire une veille sur les technologies, sur les acteurs, sur les marchés et aussi de partager entre membres du réseau. Voilà, donc ça se traduit beaucoup par à la fois de la diffusion d'informations sous différents formats, et puis aussi des rencontres physiques, des rencontres en distanciel, en webinaire, et notamment, je cite l'outil le plus emblématique, qui est on a des formats de clubs dans nos grandes filières, sur nos grandes thématiques, qui sont le solaire, les bioénergies, le nucléaire, l'hydrogène, les systèmes énergétiques et la mobilité. Et pour information, il y a un certain nombre d'acteurs de synergie, là, de la Guadeloupe. Je me souviens par exemple de l'Université des Antilles, qui est intervenue l'année dernière sur un de nos clubs bioénergie. Voilà, donc quand c'est en ligne, bien sûr, parce qu'autrement c'est un peu plus difficile d'y venir, d'y participer, mais c'est accessible à tous les membres de Synergie, voilà, pour pouvoir y participer. On a toute l'action aussi, donc soutien à l'innovation, hein, donc je vais y revenir dans le processus de labellisation à tous les états, hein, que ce soit l'émergence de projets collaboratifs, la structuration, la consolidation, la mise en relation qualifiée vers des experts, des plateformes technologiques, des partenaires, l'orientation vers les guichets de financement, et puis la labellisation, je vais y revenir. On a aussi une action
à destination de nos membres sur des besoins généraux qui sont de l'ordre des compétences, de la levée de fonds, de financement privé, du recrutement. Voilà, donc là, on le fait beaucoup avec des partenaires, mais évidemment, nos membres, entreprises ou laboratoires, bon, l'innovation, c'est une partie de leur activité, mais ils ont aussi c'est tout un tas de problématiques qui vont au-delà. Voilà, donc on essaye de répondre à leurs besoins. Alors, pas dans tous les domaines et beaucoup avec des partenaires. Hein. Vraiment, nous, l'innovation, c'est notre expertise principale, mais on essaye aussi de les accompagner sur ces autres enjeux. Et puis, pour finir, je mentionne, on l'a dit, les pôles de compétitivité, c'est des pôles, et comme Synergie, comme pôle d'innovation, c'est des structures ancrées dans les territoires. Donc, on a accompagné aussi des projets collectifs. Hein. On est plutôt sur des démarches collectives. Voilà, que ce soit des projets de décarbonation sur des zones particulières ou des projets de collectivités territoriales pour mettre en place des schémas directeurs des énergies, par exemple, ou des démarches collectives de décarbonation de certaines zones. Voilà, planche suivante, j'arrive au bout de la présentation de Cap Énergie. Le temps que ça arrive. Voilà, donc juste pour vous donner une autre, bon, vous aurez la planche, je ne vais pas le décrire en détail, mais vous avez les correspondants sur toutes les thématiques, hein. Donc en orange, hein, vous voyez, je les redis pas, mais voilà, toutes nos thématiques de travail. Et puis aussi en bleu, ce sont les projets européens. Et vous voyez qu'il y a une équipe avec dans notre jargon des ingénieurs projets, donc c'est des gens qui ont, comme le disait Graziella, une formation d'ingénieur ou de docteur qui accompagnent les projets innovants, et puis une équipe aussi sur les projets européens, et puis toute la partie support, communication, administratif et territoire. Voilà, je suis arrivé. Alors, bon, je peux vous citer juste pour finir. Il doit y avoir la composition du conseil d'administration. Donc, Cap Énergie a été fondé à l'origine par le CEA, donc planche suivante, CEA, EDF et collectivité de Corse. Et vous voyez, voilà, on a, donc ça, ce sont les membres du conseil d'administration, à la fois des grands acteurs, par exemple de l'énergie. Vous reconnaissez RTE, alors GRTGA s'appelle Natran maintenant, voilà. Et puis, il y a des acteurs que vous connaissez moins probablement, mais qui sont des PME. Voilà, donc on a plusieurs collèges et une juste représentation, en tout cas, de tous les types d'entreprises. Vous voyez les acteurs de la recherche aussi, CNRS, Arts et Métiers, des universités, voilà, des financiers, des métairies. Et puis, vous voyez que dans les territoires, Synergile est bien mentionné, et puis avec aussi Monaco. Voilà pour ce qui est de Cap Énergie. On peut passer, bon, il y a une planche de remerciements et après donc je vais basculer du coup, planche suivante, sur la labellisation. Donc pour finir l'intervention de ce webinaire, après on passera aux questions-réponses. Voilà. Et donc j'ai essayé de répondre à deux questions simples qui sont voilà, la labellisation. Pourquoi faire labelliser son projet? Et si on est convaincu qu'il y a un intérêt, je vais essayer modestement de vous convaincre. Eh bien, comment ça marche? Quel est le mode d'emploi? Voilà. Donc, je vais commencer par la première question. Pourquoi? Planche suivante, Dimitri. Je vais essayer de vous le partager en 3 points. Voilà. Donc, premier point. Eh bien, parce que le rentrer dans ce parcours de labellisation, qui est un parcours dans lequel il y a des interactions humaines, hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas des dossiers supplémentaires lourds à re-remplir, des formulaires administratifs, voilà, c'est surtout avoir des interactions, des échanges. Et ça permet de bénéficier d'un accompagnement, alors je dis toujours, y compris à l'équipe en interne, à la fois bienveillant et critique. Bienveillant parce que vous êtes avec des personnes dans l'équipe permanente dont la mission, l'objectif et j'allais dire le plaisir, c'est de faire en sorte d'aider. Voilà, donc c'est notre mission première, notamment les porteurs de projets innovants. On sait que c'est difficile l'innovation, que c'est pas linéaire, que des fois il y a des surprises, il faut anticiper des problèmes. Voilà, et donc voilà, on est toujours content quand on peut aider à faire progresser. Mais je le dis toujours, aussi un accompagnement
accompagnement critique, c'est-à-dire il ne s'agit pas de taper dans le dos de la personne en lui disant c'est bien, continue. Voilà, on essaye, alors toujours avec humilité, mais d'essayer de questionner pour donner le plus de possible de chances au succès des projets. Voilà. Et donc un accompagnement pour l'émergence, la maturation, la structuration des projets. Et qu'est-ce que ça veut dire cet accompagnement? Quelles sont ces questions? Eh ben, c'est assez, c'est assez banal, hein, mais par l'expérience, hein, moi, je trouve que ça fait 6 ans que j'ai cette activité-là. Bien, on voit que voilà, ces différents enjeux que je vais rapidement évoquer, ça reste chaque fois des enjeux importants et à approfondir pour chacun des projets. Il faut, et il y a pas d'ordre, hein, mais traditionnellement, quand même, on commence par le marché cible. Quelle que soit, même si on est une innovation qui est assez amont, même des projets universitaires, on en a parlé avec des représentants de l'Université des Antilles, il faut quand même avoir une idée de c'est la plupart du temps quand même, c'est pour développer une solution, voilà, quand c'est en lien avec les thématiques qu'on travaille, et il faut avoir une idée de quelle va être la personne qui va l'utiliser à terme, et dans le cadre, qu'est-ce qui va faire que cette personne va choisir cette nouvelle solution plutôt que la solution standard. Et il suffit pas qu'elle soit un peu mieux, il suffit pas qu'elle soit un peu moins chère, parce qu'il y a des habitudes, parce qu'il y a des aspects de distribution, il y a des articulations avec d'autres éléments. Donc il faut vraiment travailler à ça et quel est le premier endroit où la solution innovante peut déboucher. Et puis, il faut voir comment, évidemment, elle se positionne par rapport aux autres solutions existantes ou en développement et quel est le modèle d'affaires. C'est-à-dire, est-ce que l'acteur fait à la fois la conception, la fabrication, la distribution, ou est-ce qu'il s'entoure d'alliés, de partenaires, sous quelle forme le service ou l'objet est vendu. Donc ça, ce sont vraiment des points majeurs. Et puis, bien sûr, pour arriver à faire développer, à faire progresser l'innovation, la solution, le développer, il faut s'entourer des bonnes compétences, des moyens, y compris matériels, des partenariats, des supports. Il faut arriver à faire les choses les unes après les unes après les autres, pardon. Donc, lotir des actions, faire un planning dans le temps, bien sûr, analyser les risques, et puis ça finit à un budget et un montage financier. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des choses qui peuvent paraître banales et qui, suivant les projets, doivent être approfondies plus ou moins, mais c'est vraiment de l'expérience. Ça fait peut-être maintenant près de 150 ou 200 projets que modestement j'ai suivis de près ou de loin. Ce sont vraiment des incontournables qui peuvent vraiment éviter des situations difficiles, anticiper, gagner du temps. Donc, c'est vraiment sur ces points-là qu'on apporte nos accompagnements. Planche suivante. Voilà, alors la deuxième raison de s'engager dans ce parcours de labellisation, c'est que au-delà de ce que je vous ai dit juste avant sur l'accompagnement de l'équipe de permanent hein, du pôle, que ce soit Calitropique ou Cap Énergie, dans tous les pôles de compétitivité, c'est un dispositif en fait qui est cadré par une charte nationale avec l'État, hein, avec les services de l'État, les opérateurs du financement public. Eh bien, il y a toujours le recours à des experts externes qui donnent un avis et qui permettent d'enrichir aussi le travail d'accompagnement du projet qui est fait par l'équipe interne du pôle. Voilà. Alors on va vous décrire, on a du coup la façon de le faire est un petit peu différente, mais c'est les grands principes. Donc on va vous l'écrire à deux voix avec Graziella. Donc pour ce qui est Cap Énergie, vous voyez les photos. Nous on a un collège permanent de 11 personnes voilà, qui représentent les différentes thématiques, mais aussi des gens qui sont plus proches de l'académique, des gens qui sont plus proches des industriels, aussi un financier, et donc qui analysent tous les projets. Donc on a 10 sessions par an. À peu près 4 sessions 4 projets par session, donc ça fait 40 dans l'année. Et voilà. Et donc c'est ce comité qui décide de la labellisation ou non. On ne labellise pas tous nos projets. Il y en a un sur 5, en gros, en moyenne, statistiquement, qui est pas labellisé. Et puis après, on émet une fiche d'évaluation, de recommandation écrite pour aider les porteurs voilà, à essayer d'approfondir certains points.
Je vais laisser Graziella décrire le mécanisme côté calitropique, voilà, qui a des bases communes et puis des petites différences. Merci, Sylvain. Alors, comme nos champs d'action sont tournés autour de la bioéconomie tropicale, donc on ne peut pas, on va dire, avoir le même comité, le même pool d'experts quand on labellise un projet autour des matériaux biosourcés, par exemple, ou un projet sur la pêche durable, ou un projet sur la valorisation d'une plante dans un domaine de chimie durable. Donc, on a une base qui est commune, on va dire, à tous les projets. Donc là, ça va être notamment sur les aspects de financement de projets, les apports pour les territoires et puis les aspects innovation. Et ensuite, au cas par cas, en fonction de la thématique, on va avoir quelques experts qui vont être conviés pour donner un regard sur le projet. Donc, ça peut être plutôt voilà, des centres techniques de recherche, que ce soit en agriculture, sur l'économie bleue, sur l'agroalimentaire, sur le bâtiment durable, etc. Et puis, pour vous donner un autre exemple, quand l'année dernière, on a labellisé 2 projets donc issus du partenariat qu'on a avec Synerville, qui est un partenariat qui date maintenant déjà de 3-4 ans. Donc on a labellisé nos premiers projets l'année dernière et dans le comité d'expertise, il y avait des experts du territoire, puisqu'on peut pas, enfin, on n'avait pas la prétention de dire à La Réunion qu'on savait pour la Guadeloupe quels étaient les enjeux. Donc on avait besoin aussi d'un regard d'experts locaux qui puissent nous indiquer si oui ou non les projets étaient matures, si le projet était robuste pour prétendre à une labellisation. T'en prie, Sylvain, je te laisse. Merci, Graciela. Donc, planche suivante. Donc, troisième et dernière raison, hein, mais pour se présenter devant ce parcours de labellisation, voilà, c'est que c'est le seul label national qui reconnaît la qualité des projets d'innovation et qui est reconnu. Hein, je vous mentionnais ces chartes qui encadrent le processus et qui a été co-signé avec l'ADEME, BPI et l'ANR. Donc les opérateurs de financement public, voilà, et c'est aussi un gage de qualité vis-à-vis des investisseurs privés. Et il permet de vraiment donner une visibilité, un crédit auprès de l'ensemble de ses interlocuteurs. Et une des indications de ce que je vous dis là, c'est que vous voyez le graphique en bas à droite de la planche. Vous voyez que les projets qui sont labellisés en magenta, alors, il y a des statistiques un peu différentes d'un concours à l'autre, mais ils ont des taux de succès pour le financement qui sont bien au-delà du taux de succès des projets non labellisés. Voilà, et donc c'est le gage que ça sert vraiment à quelque chose de faire cette labellisation. Et d'ailleurs, dans tous les appels à projets publics de l'ADEME, de BPI et de l'ANR, il y a toujours un petit paragraphe dans le cahier des charges qui incite les acteurs à se rapprocher de leur pôle de compétitivité préféré pour bénéficier de cet accompagnement. Voilà, planche suivante. On va passer donc au comment après avoir traité du pourquoi. Donc, juste, mais on vous l'a déjà un petit peu avec Graziella partagé. Ce processus de labellisation, il s'inscrit plus généralement dans l'accompagnement des projets par les pôles, hein, puisqu'il peut y avoir ce processus, il peut durer suivant les cas enfin moi j'ai des cas entre 2 mois et puis 2 ans, parce que des fois c'est une longue maturation d'un acteur, voilà. Donc plus globalement, le fait de pouvoir aussi rencontrer d'autres acteurs, bénéficier de la veille, ça aide petit à petit à la vitesse aussi que les porteurs peuvent à consolider, à mieux mûrir les projets de labellisation. Et donc, il y a à la fois, et avec tout un aspect d'analyse technico-économique, hein, je l'ai mentionné, et puis un regard d'expert extérieur. Planche suivante. Donc, en pratique, euh,
Voilà, en pratique, bon, vous aurez le schéma, donc je vais le faire assez simplement, mais il y a plein de moyens, donc c'est ce qui est en haut à gauche, de chemin pour arriver jusqu'à former un projet. Et puis, à un moment, ça passe par un premier contact, hein, je vous disais, c'est beaucoup de contact humain, hein, c'est voilà, une première interaction. Voilà, on a chacun nos outils hein, pour. Il y a un guide écrit pour expliquer un petit peu. Et puis, Cap Énergie, par exemple, nous, c'est juste une présentation orale. Donc, on a un support type à renseigner. Mais c'est surtout, ce support, c'est surtout un vecteur d'interaction entre une personne de l'équipe et puis le porteur de projet. Voilà, donc il y a toute une phase où ben, on peut poser des questions, si possible pertinentes, faire des mises en relation, aborder des différents enjeux que je vous ai détaillés tout à l'heure. Et puis ça chemine jusqu'au moment, au passage devant le comité avec les experts. Et puis, que le projet soit labellisé ou non, il y a un retour écrit. Voilà, pour Cap Énergie, on appelle ça une fiche d'évaluation et de recommandation. Il y a des noms différents, mais peu importe, c'est un retour écrit avec surtout donc il y a une évaluation, hein, parce que ça permet de dire ce qui est apparu aux membres du comité comme les points forts et puis aussi les points d'attention et surtout des recommandations. Voilà. Et puis ensuite, il y a une lettre de soutien qui peut être faite vers les guichets de financement publics ou même éventuellement les opérateurs privés. Et puis une valorisation des projets qui ont été labellisés. Par exemple, en termes de communication, nous, on fait une fiche de com pour tous le projets labellisés. C'est une occasion aussi qu'ils interviennent dans toutes nos animations. Et puis on suit, bien sûr, après l'exécution et la réalisation des projets. Voilà, planche suivante. Voilà, et les critères sont les critères, il y a à la fois les critères génériques d'analyse des projets, hein, le caractère innovant, la pertinence du modèle économique, les impacts environnementaux, sociaux et éthiques, les retombées scientifiques, économiques, la capacité du porteur, de l'équipe, hein, ça peut être très important, l'équipe, du consortium, la maturité du dossier, l'incitativité de l'aide. Il y a beaucoup de guichets pour lesquels c'est un facteur important, l'incitativité de l'aide, et puis bon, la cohérence avec le périmètre et ce qu'on connaît. Et puis, bien sûr, aussi, il y a des critères spécifiques de chaque appel à projet. Et donc, nous, dans la charte qui est signée par tous les pôles, il y a aussi le fait de vérifier l'éligibilité parce qu'il y a des guichets avec des conditions particulières. Voilà. Donc, c'est tous ces aspects-là qui sont regardés et qui permettent de faire l'évaluation du projet. Planche suivante, on va passer à quelques exemples pour finir. Voilà, donc à deux voix. Donc moi, je vous partage là juste deux projets qui ont bénéficié du parcours d'accompagnement à la labellisation de Cap Énergie et qui ont été labellisés les deux. Hein, voilà, donc puisqu'ils sont dans le domaine de la transition énergétique. Donc du Stitech qu'on a accompagné il y a pas très longtemps. Hein, c'était en 2025. Voilà, qui est une plateforme qui a pour objet de prédire l'arrivée de poussières sahariennes dans un certain nombre de zones, notamment en Guadeloupe, mais aussi dans d'autres zones tropicales, avec des impacts qui peuvent être importants sur la production d'énergie renouvelable, mais pas uniquement aussi sur les secteurs de l'agriculture et de la santé. Voilà, donc c'est un projet porté par la société Carusphère, bon, en lien avec des chercheurs académiques, mais qui est basé à la fois sur le développement de systèmes de simulation des polluants atmosphériques, des paramètres climatiques, donc des solutions logicielles, et aussi le développement d'un réseau de capteurs pour alimenter cet outil de simulation. Voilà. Donc c'est un projet qui peut avoir un impact important en termes à la fois d'énergie, mais aussi sur d'autres aspects. Et puis un projet un peu plus ancien qui était porté par la SARA, que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement, euh, qui s'appelle Hydrogen Green Iceland, sur le développement d'écosystèmes hydrogène, hein, à la fois pour de la source
d'énergie électrique solaire, la production d'hydrogène par électrolyse de l'eau, le stockage, de la distribution. Voilà, donc c'était un projet écosystémique voilà, qui date un petit peu maintenant, mais qui projetait de mettre en réseau un certain nombre d'acteurs sur cette thématique-là. Voilà, je vais passer la main à Graziella qui va vous présenter aussi deux projets labellisés côté Calitropique. Merci Sylvain. On a labellisé donc l'année dernière donc deux projets qui étaient plutôt tournés sur le bâtiment durable. Donc le projet NeoSem qui est porté par la société NeoEco, dont l'objectif était de mettre en place une unité de production d'argile calcinée destinée à la composition de ciment bas carbone pour les territoires des Antilles, la Guyane. Et un deuxième projet donc Classibat qui était porté par la structure MT Collect et dont le but était de développer un sable alternatif issu des bouteilles qui étaient collectées pour fabriquer un béton pour du mobilier urbain ou des ouvrages non accessibles au public. Je ne vais pas être plus longue pour qu'on puisse prendre les quelques questions qui sont dans le chat et puis certainement les autres questions qui vont arriver par la suite. Merci Graziella, merci Sylvain pour cette présentation. Donc, vous avez eu droit à une présentation des pôles de leur domaine d'expertise avec un petit focus sur les labellisations, donc processus de labellisation, le pourquoi, le comment. N'hésitez pas, je vois qu'il y a déjà quelques questions dans le chat. N'hésitez pas s'il y en a d'autres. Vas-y, Sylvain. Ouais, on peut peut-être, mais à deux voix, Graziella, tu me dis, mais moi je peux commencer à répondre à quelques-unes. Alors, il y en a une qui dit quelle est la différence entre labellisation et incubation? Donc, l'incubation, il y a des structures qui s'appellent les incubateurs, hein, différentes des pôles de compétitivité. L'incubation, alors Graziella, tu pourras compléter, mais elle s'attache plutôt à l'entreprise, c'est-à-dire c'est comme l'analogie, on peut le faire avec incuber plein d'autres choses, c'est pour faire grandir. Alors des fois, c'est même des sociétés qui sont pas encore créées, qui sont pas encore déposées. Donc on est en lien avec plusieurs incubateurs, hein, je pense les uns et les autres, voilà. Mais c'est plutôt, l'incubation s'attache plutôt au démarrage et plutôt à une entreprise. La labellisation, on ne labellise pas une entreprise, on labellise un projet. Alors, des fois, pour une start-up ou une entreprise nouvelle, c'est très proche, hein, le projet d'entreprise et le projet innovant. Mais le projet, c'est, pour faire simple, quelque chose qui commence à une date, qui finit à une date, qui a un budget, qui a des livrables, voilà, et qui a une durée qui est normalement de quelques années, peut-être un an, 2 ans, tout ça. Mais c'est pas, voilà, mais c'est pas le projet de développement, la stratégie d'entreprise. C'est des projets de réalisation, alors soit de services, soit de produits. Donc c'est ça la différence entre incubation et labellisation. Et la labellisation, c'est pas une norme de type ISO, hein, juste il y a une question là-dessus. Donc parce que c'est encore une fois, c'est pas la labellisation non plus d'un produit. Donc c'est pas la labellisation d'un produit, c'est pas la labellisation d'une entreprise, c'est la labellisation d'un projet. Voilà, donc c'est pas une norme ISO, mais dans l'esprit, ça pourrait se rapprocher dans la mesure où il y a un guide, c'est-à-dire il y a une charte que signent tous les pôles de compétitivité avec les opérateurs de l'État qui disent voilà, voilà par quelle étape il faut passer et quelles sont les bonnes pratiques et les critères que vous devez suivre et respecter pour pouvoir décerner un label pôle de compétitivité. Voilà. Il faut, je donne juste quelques exemples, il faut nécessairement qu'il y ait plusieurs experts qui relisent le dossier, il faut qu'il y ait une présentation orale, il faut que les critères d'éligibilité soient vérifiés, voilà. Donc il y a une sorte de cahier des charges, si vous voulez, voilà. Donc c'est pas encore une norme ISO, peut-être ça le deviendra un jour, mais voilà, tout le monde ne peut pas décréter ce label. D'abord, il faut être pôle de compétitivité, et une fois qu'on est pôle de compétitivité, il faut suivre, respecter cette charte. Voilà, donc c'est un processus qui est encadré, c'est ça qui lui donne une certaine valeur. Autrement, si tout le monde pouvait dire j'ai le label projet innovant, bon voilà, et du coup, plus personne ne regarderait les gens qui ont le label et les gens qui l'ont pas.
Juste pour compléter sur la partie labellisation et incubation, en général, les structures vers lesquelles les pôles vont agir, c'est plutôt des entreprises, donc des entreprises qui sont constituées, qui ont un numéro de SIRET, etc. Alors que l'incubation, souvent, c'est un porteur-projet individuel qui va avoir une idée, qui va vouloir lancer son activité, mais avant de lancer son activité, il a besoin d'être adossé à un laboratoire, par exemple universitaire ou un centre de recherche, pour l'aider à faire la preuve de concept de son idée. Donc, dans ce cadre-là, les incubateurs, notamment de la recherche publique, ont des financements dédiés qui vont l'aider à formaliser son idée, à avoir cette preuve de concept. Et bien entendu, si tout se passe bien et que c'est concluant, à la fin de ce processus, il pourra avoir comment dire, la possibilité de créer son entreprise pour développer son activité. Souvent, on est très en lien avec les incubateurs. Pourquoi? Parce que les projets qui vont sortir d'incubation sont des projets qui vont pouvoir être récupérés, entre guillemets, par les pôles pour continuer à la maturation, etc. Donc, voilà pour cette partie-là. Sur la partie label dans tous les secteurs, oui, puisqu'il y a des pôles de compétitivité dans tous les domaines. Vous avez évoqué là, dans votre question les transports, la mobilité, etc. Donc, il y a des pôles qui sont dédiés à ça. Et effectivement, ils peuvent être aussi ils peuvent labelliser des projets qui sont dans ces domaines-là. Et juste sur les transports, je profite. Donc, nous, on labellise des projets dans le domaine de la mobilité. Alors, bien sûr, sur notre domaine de compétences, hein, vous avez vu dans nos différentes thématiques, il y a la décarbonation de la mobilité. Voilà. Donc, on est l'expertise qu'on a, c'est dans par exemple, les véhicules électriques, les véhicules à hydrogène, les voitures à biogaz. Donc voilà. Donc, dans l'utilisation du vecteur énergétique. S'il s'agit d'enjeux qui sont sur la fabrication mécanique du véhicule. Voilà, bon, on est le cas échéant un peu moins légitime, et il y a aussi d'autres pôles en France spécifiques sur ces enjeux-là. Voilà. Mais sur les enjeux énergétiques, par exemple, ça nous arrive assez régulièrement de labelliser des projets de décarbonation des transports et des projets de mobilité. Hein. Ce sera moins le champ d'application de Caïtropique, la bioéconomie, voilà, ça ne couvre Voilà. pas forcément ces éléments-là. Alors, je remonte sur les bénéfices de la labellisation. Quels ont été les bénéfices de la labellisation pour les projets? C'est un exemple. Eh bien, il y en a plusieurs. Mais alors Gazella complétera. Mais je voulais montrer, ça multiplie statistiquement les chances d'obtenir les financements. Voilà. Et pas juste, je dis, parce qu'ils ont un tampon sur la figure label. Moi, j'ai la faiblesse de croire que parce que moi, il se trouve que je suis dans des comités aussi, voilà, de l'ADEME, de BPI. Bon, c'est pris en compte, mais surtout, ce qui se voit, c'est le travail de maturation qui a été fait. C'est-à-dire que lorsque, avec ce qu'on disait, un accompagnement bienveillant et critique, vous avez quelqu'un qui vous questionne sur le projet, qui vous dit, est-ce que ça, vous êtes vraiment sûr que c'est comme ça que ça va fonctionner? Est-ce que ce point-là, vous l'avez bien regardé? Eh bien, ça permet au projet de mûrir, de grandir, d'intégrer le plus possible d'enjeux. Et du coup, quand il arrive quand il prépare son dossier écrit et son audition orale, il est plus préparé à tous ces questionnements-là. Et au-delà d'obtenir le financement, et du coup, c'est peut-être la suite de la réponse, c'est surtout que le projet réussisse, parce que obtenir un financement, c'est important, mais quand même, le plus important, c'est surtout que le projet réussisse, parce qu'il peut y avoir des projets qui ont obtenu un financement et qui, malheureusement, malgré tout, se heurtent à des difficultés après, et pour lequel les porteurs sont en projet difficile. Donc nous, vraiment, l'enjeu, c'est faire en sorte que le projet vrai voilà, puisse se réaliser et porter ses fruits. Donc, il y a ce premier bénéfice-là. Après, il y a le bénéfice de le consolider, ce procédé-là. C'est justement sur le fait de réussir au-delà du financement, c'est-à-dire d'avoir anticipé des enjeux, connaître le secteur, rencontrer des partenaires. Voilà. Et puis, je vais dire, troisième bénéfice, le rendre visible, parce que dans un certain nombre de cas,
même quand le projet est techniquement réussi, eh bien, il faut trouver des clients. Et donc, Ouais. il faut pénétrer des nouveaux secteurs. Et du coup, voilà, pouvoir, par l'intermédiaire d'un pôle, d'une structure de réseau, le présenter à des acheteurs potentiels, à des collectivités territoriales, voilà, ça lui donne un rayonnement et une visibilité qui est utile quand il faut passer à la phase commercialisation. Voilà, donc, c'est les trois bénéfices assez concrets qui me viennent en tête pour la labellisation. Oui, pour compléter, par exemple, on est souvent sollicité par des collègues d'autres pôles de France hexagonale, notamment quand ils ont des porteurs de projets qui s'intéressent à développer ou à adapter leurs process ou leurs produits dans des contextes tropicaux. Donc, du coup, ils vont revenir vers nous assez naturellement pour dire, voilà, on a notre enfin, notre entreprise qui cherche d'autres marchés. Est-ce que voilà, vous pouvez le mettre, enfin, l'intégrer dans votre réseau et l'aider comment dire, à grossir son réseau et puis à trouver de nouveaux clients, ou avant de trouver de nouveaux clients, en tout cas d'adapter sa solution à nos contextes au niveau local. Je remonte dans Si les je questions du prends, coup. Pardon, vas-y, ouais, fini. sur la partie Vas-y. les liens connexes avec les CRES ou les CCI, à moins que tu veuilles répondre, Sylvain. Non, vas-y. Euh, Ce sont des structures avec qui, bien sûr, on a des interactions, hein. Donc la CRES, c'est la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, et la CCI, donc les chambres de commerce et d'industrie. On va avoir des actions complémentaires. Ces structures-là vont pas avoir pour vocation d'accompagner les projets innovants, les projets collaboratifs. Ils vont avoir d'autres actions, mais on a des partenariats avec eux. On a, par exemple, sur le territoire de la Réunion, un CRIT, donc un service qui dépend de la CCI, qui va accompagner les acteurs de l'agroalimentaire dans les développements de nouveaux produits ou process ou autres. Et on peut travailler de concert avec eux sur le développement d'un nouveau produit, par exemple, pour pouvoir avoir accès à leur plateau et pourquoi pas aussi accès à leurs compétences pour développer ces nouveaux produits, ces nouveaux voilà, services ou autres, par exemple, sur les questions d'agroalimentaire. Sur l'évolution vers une protection intellectuelle, notamment sur les brevets, bien entendu, c'est tout à fait possible, hein, quand le projet s'y prête, quand les résultats sont très novateurs et que on a comment dire, une vraie différence entre ce qui existe et le produit qu'on a développé. On a possibilité, bien entendu, de se faire accompagner pour assurer la protection intellectuelle et industrielle de son projet à travers les pôles. Alors, c'est pas forcément en interne chez nous, hein, nous concernant. On a travaillé nous avec des avocats ou des juristes dont c'est la compétence. On a, nous, les bases, voilà, on a les premiers éléments, mais ça va être, voilà, c'est quand même des métiers très particuliers avec des termes très particuliers. Donc là, on va travailler de concert avec des structures qui ont la compétence. Sur l'accompagnement à la recherche de financement, oui, Ouais, du Sylvain, coup, si je tu dis deux veux. mots là-dessus. Donc, Mhm, c'est une de nos missions centrales, hein, je pense, mhm, pour parler pour Calitropi comme pour Cap Énergie. Historiquement, si vous voulez, le label dont on parle, il a été créé pour donner un gage de qualité aux financeurs publics, donc que j'ai cité, la BPI, l'ADEME, l'ANR notamment, voilà, pour les principaux. Voilà, donc, et une de nos missions centrales, c'est d'orienter les porteurs de projets vers tous les guichets de financement. Vous savez qu'il y en a, enfin, nous, dans la transition énergétique, il y a des guichets régionaux, nationaux, européens. Mais si je prends que les nationaux, il y en a une petite centaine, hein, voilà, sur tous nos domaines, voilà, sources d'énergie, système, décarbonation, tout ça. Donc c'est des fois très chronophage d'arriver à trouver le bon guichet. Et puis nous, comme on a accompagné historiquement, on connaît les correspondants de l'ADEME, BPI, ANR, on est des fois dans les jurys. Voilà, donc pour ce qui est du financement public, en tout cas, c'est une mission vraiment centrale pour tous les pôles de compétitivité, d'orienter le porteur vers le bon guichet. Et il y a une question aussi sur le cycle au bon moment, c'est-à-dire évidemment,
c'est suivant le niveau de maturité technologique, voilà, et suivant le budget requis pour réaliser le projet. Alors, des projets qui peut être en plusieurs phases, donc ça peut être une phase d'un projet, eh bien, c'est pas le même guichet. Typiquement, enfin, alors, nous, pour la région, par exemple, Provence-Alpes-Côte d'Azur, voilà, bon, il y a des guichets pour des soutiens de quelques dizaines à peut-être des fois quelques centaines de kilos euros, voilà. Et puis après, il y a des guichets nationaux qui prennent le relais de quelques centaines à quelques millions d'euros, des fois plus des dizaines de millions. Et puis après, c'est des guichets européens, voilà. Bon, le budget, c'est pas le seul paramètre, hein. Il y a des conditions d'éligibilité en termes de monoporteurs ou multiporteurs partenariaux. Il y a des guichets, par exemple, qui financent que des projets partenariaux, et puis d'autres qui financent que des projets monoporteurs. Voilà. Il y a des niveaux de maturation, de maturité technologique. Il y a des guichets qui financent l'amont, les guichets ANR, dans des TRL, donc plutôt avec des académiques. Et puis il y a des guichets qui financent plutôt vraiment très l'aval, des TRL 8-9. Voilà. Donc tout cet ensemble de guichets particuliers, c'est vraiment le rôle des pôles d'orienter les porteurs de projets vers le bon guichet, hein. Donc la réponse est clairement oui. Alors, il y a, et vous le savez, il y a ces financements de l'innovation en dérogation aux lois européennes parce que on reconnaît, hein, les États reconnaissent que ben, l'innovation demande un investissement qui n'est pas rentable immédiatement et c'est ça qui permet de faire des dérogations aux lois, aux règles de la concurrence pour que des États puissent apporter du financement public à quelques acteurs qui sont engagés dans ces projets de ce type-là. Voilà. Et puis ensuite, il y a le financement privé. Voilà, alors pareil, hein, il y a tout un ensemble d'acteurs. C'est pas pareil d'être en seed, pré-seed, série A, série B, voilà. Et donc, alors ça dépend des pôles, mais Cap Énergie, alors modestement, et on l'a développé plus fortement que depuis à peu près un an, mais on organise des rencontres avec les financeurs qui sont internes à nos pôles, hein, de différents types, hein, à la fois des fonds d'investissement à différents niveaux dans le cycle de maturation du projet, des banques aussi, voilà, pour un complément en prêt. Voilà, donc ça fait partie pour Saint-Paul aussi de l'accompagnement vers les financeurs privés. Il y a une question sur l'accès direct au réseau pour les questions techniques et sur combien de temps. Alors là, on a un mode de fonctionnement un peu différent. Nous, au niveau de Calitropic, enfin, dans tous les cas, on est donc une association loi 1900, que ce soit Cap Énergie ou Calitropic. Donc, on fonctionne sous forme d'adhésion. Donc, la structure qui souhaite être accompagnée adhère au pôle et ensuite peut avoir accès au réseau d'experts sur un temps qui là est très dépendant des pôles de compétitivité. Pour certains, ça peut être sur quelques jours, pour d'autres, c'est sous forme de prestations. Enfin voilà, ça dépend vraiment. Chaque pôle a un petit peu sa politique par rapport à ces questions d'accompagnement. Donc, on ne pourra pas voilà, vous donner une réponse généraliste. C'est une réponse voilà, qui dépend de la politique interne de chaque pôle et de comment ils souhaitent. Voilà. Mais en gros, sous ton contrôle, Graziella, je pense que tous les pôles en première intention, si vous voulez répondre aux demandes, voilà, par rapport au questionnement que se pose le porteur de projet. Donc, voilà. Donc, pour ce qui est de Cap Énergie, on a des référents thématiques et des experts en Mhm. interne sur les différents sujets. Voilà. Si c'est la question de faire une, deux, trois visios d'échange, c'est compris dans la cotisation. Voilà. Au-delà de ça, comme on a beaucoup de membres, on ne peut pas numériquement consacrer voilà, plus de temps que ça. Mais ce qu'on fait, c'est soit on bascule dans une prestation, soit quand c'est pas notre compétence. En fait, la prestation, c'est pas le modèle principal en tout cas, hein. On est plutôt, nous, sur des actions collectives, mais on oriente vers des partenaires ou des membres
qui ont cette compétence-là. Voilà. Imagine, alors, Graziella l'a dit par exemple sur l'aspect juridique. Nous, on a deux avocats spécialistes des problématiques de l'énergie dans le pôle. Voilà. Quand il y a une question juridique, alors là, on n'a vraiment pas beaucoup de compétences en interne. Voilà. Et on dit juste, ben, voilà, vous savez, nous, on a des gens qu'on connaît. On prend pas de commission, hein, mais on leur dit, voilà, on a des gens qu'on connaît, qui a déjà fait faire appel à d'autres membres, qui peuvent vous conseiller probablement. On vous donne leur numéro de téléphone, leur contact, on fait une mise en relation et après vous voyez avec eux. Voilà, donc on fait aussi du renvoi vers d'autres réseaux Mm. qu'on connaît de confiance. Voilà, quand c'est pas notre expertise, évidemment, on renvoie plutôt voilà, sur d'autres acteurs. Il y a des domaines dans lesquels des domaines d'accompagnement, par exemple sur des plateformes d'essai ou des domaines de démarche collective pour lequel, pour ce qui est Cap Énergie, effectivement, ou vis-à-vis de collectivités territoriales, où on peut faire des prestations. Mais pour ce qui est de notre côté, c'est plutôt des prestations collectives. Voilà. Et autrement, c'est de renvoi vers des experts partenaires. Ouais. Il y avait une question, alors on va peut-être remonter parce qu'il y a des questions qui arrivent en dessous, mais il y a des questions dessus qui n'ont pas forcément toutes été répondues. La différence entre une procédure à texte du CSTB et une labellisation. Comme l'a indiqué un peu plus tôt Sylvain, la labellisation, c'est vraiment sur un projet, sur une démarche projet pour arriver avec le bon partenariat, que ce soit au niveau de la recherche académique, au niveau des acteurs socio-économiques, euh, voilà, de mettre en place un programme de travail qui permette de répondre à une question voilà, en tout cas une hypothèse de départ en se disant voilà, je veux mettre en place tel produit, de quoi j'ai besoin comme compétences, qu'est-ce que je dois faire, quelle expérimentation je dois mener, etc., etc. Bien sûr, ça va être phasé dans le temps, ça va être aussi phasé en termes de budget. On va aller, une fois que le projet est bien consolidé, qu'on a bien en tête un consortium solide avec des compétences diverses et variées et complémentaires surtout, et tous ces aspects-là qui ont été regardés, on va pouvoir porter à la labellisation et aller rechercher des financements idoines pour financer le projet. Le CSTB, c'est différent. C'est vraiment là, sur le produit fini, et là, on est plutôt sur des enjeux d'assurabilité du produit. Donc là, c'est vraiment la caution technique comment dire, du produit, et notamment en lien avec les fameux DTU. Donc là, nous, on va peut-être pouvoir intervenir sur la réalisation du projet en amont, mais en revanche, il faudra bien l'obtention de la texte par le CSTB sur votre produit à la fin, si vous voulez le commercialiser. Donc, ce ne sont pas des démarches comment dire, antagonistes, ce sont des démarches complémentaires. Alors, sur la question sur la concertation pour l'échéance du 1er janvier 2028 sur les obligations de copropriété d'effectuer un DTG et DPE audit énergétique, je ne vais pas pouvoir répondre. Je ne sais pas si au niveau de Synergie, au niveau de Sylvain, vous avez des éléments de réponse pour ça. Non, je ne vais pas pouvoir répondre non plus. Pas spécialement sur ce point spécifique, mais on note la question. Ok. Et après, il y avait d'autres questions un peu plus bas sur le combien coûte une labellisation de projet ou d'adhésion. Bah là, nous concernant, ça dépend. Enfin, l'adhésion est fonction de la nature de la structure. Donc, vous allez avoir un montant, par exemple, pour des laboratoires universitaires, pour des universités, pour des centres de recherche. Vous allez avoir des montants pour les entreprises. Dans notre cas, nous, ça va être fonction du chiffre d'affaires. Dans le cas de Cap Énergie, ça va être fonction du nombre de salariés. Donc voilà, mais comment dire, les fourchettes sont sensiblement les mêmes. Donc, ça va vraiment dépendre de la nature de la structure et si c'est une entreprise, soit de son chiffre d'affaires, soit du nombre de salariés. En général, c'est quelques centaines d'euros, hein, on va dire. Nous, pour les petites associations, on est à 400 euros. Pour des entreprises, c'est 800 euros. Enfin, vraiment, le chiffre d'affaires le plus bas, moins de 500 000, si je ne dis pas de bêtises. Et après, à partir du moment où vous allez vraiment sur plusieurs millions d'euros, ça peut aller jusqu'à 5 600 euros de cotisation. Voilà, alors, je peux donner les chiffres, mais c'est à peu près les mêmes, hein, et Mm. comme l'a dit Graciela, nous, c'est basé sur les effectifs. Donc, nous, les entreprises de moins de 10 salariés, donc la cotisation la plus basse, c'est 520 euros.
Après, on a des gammes, je ne vais pas vous faire tous les chiffres, mais de 10 à 50, de 50 à 100, de 100 à 250, donc pour les PME, donc vous voyez les différentes catégories de PME, et puis les ETI de 250 à 2000, et puis au-delà de 2000. Voilà. Et la cotisation au-delà de 2000, c'est 4505 euros. Voilà. Donc vous voyez de 520 à 4505, en sachant que nous, on a un droit d'entrée donc, qui est applicable uniquement la première année. Donc de 500 euros pour les entreprises de moins de 10 salariés et de 1000 euros au-delà de 10 salariés. Voilà. Et comme Calitropique, après, on a un tarif pour un organisme de recherche, c'est 865 euros pour un labo, voilà, les associations professionnelles, les syndicats, établissements financiers, voilà. Donc on a eu des grilles, mais c'est aussi entre 500, on va dire, et 5000 euros, si je fais simple, suivant soit les effectifs, soit le chiffre d'affaires. Voilà. Et pour ce qui est de la labellisation, alors pour ce qui est de Cap Énergie, d'abord, pour pouvoir bénéficier de la labellisation, du parcours de labellisation, si vous êtes basé sur le territoire de Synergile, il faut d'abord être membre de Synergile. Voilà, donc c'est un prérequis, hein, puisque ça, bon, c'est dans le cadre de l'accord du partenariat, y compris parce que, comme l'a dit Graziella, comme l'ont dit Dimitri et Jacinthe, on a besoin hein, du contexte, du territoire, de la connaissance. Donc, on fait des interactions assez régulières avec Dimitri tous les mois, voilà, où on se parle des projets, des porteurs, voilà. Donc la première condition, c'est d'être membre de Synergile, voilà. Si vous êtes évidemment issu de la Guadeloupe, si vous êtes à Marseille ou à Aix, voilà. Mais voilà, si vous êtes issu de la Guadeloupe, c'est d'être membre de Synergile. Et en fait, nous, on n'impose pas que la société adhère à Cap Énergie, parce qu'on est bien conscient qu'il y a une partie des animations, notamment en présentiel, dont on ne va pas bénéficier. Donc, ça serait pas juste de lui faire le même tarif qu'une société qui est domiciliée à Aix ou Marseille, voilà. Mais en même temps, c'est du travail, hein, on l'a dit. La labellisation, c'est plutôt, nous on a compté, c'est plutôt plusieurs journées hein, d'accompagnement, voilà, tout compris, plutôt 3 4 jours, voilà. Donc, il faut nous aussi qu'on puisse reconnaître ce travail-là. Et donc, nous, on s'est mis d'accord avec Synergie il y a plusieurs années, sur le fait de dire que donc c'est sous forme d'une prestation qui est équivalent à la moitié du prix de la cotisation plus droit d'entrée. Voilà, donc c'est une façon de faire qui permet de bénéficier de tout l'accompagnement, de l'expérience du label, voilà, sans payer l'adhésion complète à Cap Énergie, mais donc en gros la moitié voilà, de l'équivalent de l'adhésion pour bénéficier de l'accompagnement. Voilà, je sais pas, il me semble que on a répondu à toutes les questions. Donc, ouais, je vois une intervention de la CCI qui mène des actions collectives, bien sûr. Donc, nous, comme Graziella l'a dit, nous sommes aussi c'est des partenaires importants, hein, les CCI. Voilà, il y a des événements, des fois où ils nous demandent d'intervenir, et ça peut être réciproque. Il y a des actions même qu'on a fait ensemble, hein, bien sûr. Donc, voilà. Mais comme l'a dit Graziella, nous, on a plus une compétence sectorielle dans certains domaines et plus peut-être approfondie en termes d'innovation, de techno, de marché spécifique. Voilà, les CCI ont bien sûr, enfin je ne vais pas parler pour vous, mais un périmètre beaucoup plus large en termes d'entreprise. Hein. Nous, on a des centaines d'adhérents, les CCI en ont je sais pas, des dizaines de milliers dans certaines, voilà, donc c'est pas du tout, voilà. Et par contre, en tout cas moi à ma connaissance, alors après ça dépend, les CCI, ont développé des choses très différentes des fois d'une CCI à l'autre, mais voilà, mais ont des services un peu qui s'adressent évidemment à toutes les entreprises, donc qui sont un peu moins sectorielles et un peu moins peut-être pointus sur des aspects d'innovation particuliers. Mais c'est pour ça qu'on peut être tout à fait complémentaires sur tout un tas d'opérations. Donc voilà. Et c'est vraiment, ben, vous le voyez déjà entre deux pôles, voilà, on est vraiment dans une logique, généralement dans ces structures-là, mais comme dans Synergie, et comme ça a été dit au début par les uns et les autres, c'est qu'on est conscient que si on travaille dans un réseau et si on a l'expérience du réseau, c'est qu'on est conscient que voilà que le fait de parler avec d'autres, de s'inspirer, de comprendre la façon dont un secteur s'organise, voilà, c'est vraiment important. Voilà, donc on a généralement dans des structures comme ça, on a le réflexe, l'habitude et j'allais dire même le plaisir de travailler avec d'autres réseaux, voilà, de manière interconnectée. On n'a vraiment pas, il n'y a aucun intérêt, on n'a aucun à rester uniquement sur les membres de notre structure. Voilà, donc on a beaucoup de partenariats avec les CCI comme avec d'autres structures.
Pour compléter sur la partie labellisation, du coup, Sylvain, tu as évoqué le cas de la labellisation du partenariat avec Synergie pour la labellisation qualitropique. Graziella, pour Cap Énergie, pardon. Graziella, est-ce que tu veux dire quelques mots sur le côté labellisation via qualitropique par rapport au partenariat avec nous? Pour l'instant, les projets qu'on a labellisés sont issus d'AMI qu'on a lancé conjointement entre Synergie et Qualitropique. Donc, c'est les deux premiers projets qui ont été labellisés. Il n'y a pas eu de, comment dire, de réflexion plus en amont sur l'activité, voilà, que la structure adhère ou autre. Alors effectivement, aujourd'hui, on s'appuie beaucoup aussi sur les actions de Synergie pour accompagner le porteur de projet qui est présent enfin le porteur de projet ou l'entreprise qui est présent sur son territoire. Maintenant, effectivement, s'il y avait un temps beaucoup plus important ou une intervention plus importante de notre part, il faudra certainement qu'on revoie ces modalités-là. Aujourd'hui, on est vraiment sur les prémices du partenariat. Et de cette labellisation de projets en dehors du territoire de La Réunion, parce que c'est vrai qu'en général, on labellise uniquement des projets qui sont portés sur le territoire de La Réunion. Donc voilà. Est-ce qu'il vous reste des petites questions ou est-ce qu'on a fait le tour? Au niveau des questions dans le chat, en tout cas, je crois que vous y avez toutes répondu. Ça me semble bien. Ok. Du coup, très bien. Graziella, Sylvain, est-ce que c'est bon pour vous en termes de présentation? On est bon? Oui. Très bien, très bien. Merci encore de l'invitation. Merci. Et ben voilà, Merci il ne reste plus qu'à vous remercier tous pour votre participation. Vous remercier tous pour votre participation. Donc, dans l'idée, si ce que vous avez entendu aujourd'hui vous a intéressé, on espère que c'est le cas, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Donc, comme Sylvain, Graziella l'ont évoqué, si vous êtes sur le territoire de la Guadeloupe notamment, contactez-nous. On se fera déjà, nous, Synergie, un plaisir d'avoir ce premier échange avec vous. Et le cas échéant, si c'est pertinent, si c'est cohérent, de voir s'il y a instruction derrière de ce processus de labellisation. Vous aurez peut-être le plaisir de retrouver de nouveau Sylvain ou Graziella au niveau de leur pôle. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Une bonne soirée. Ou une bonne soirée. Merci. À bientôt. Merci. Bonne soirée, bonne journée à vous. Au plaisir. Merci.